dans les paysages enchanteurs du Portugal, où le murmure des vagues danse avec le chant des montagnes, se trouve un monde de mystères et de splendeurs intemporelles. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de paysages envoûtants, où les châteaux se dressent fièrement sur les crêtes des collines, et où les palais aux couleurs pastel semblent tout droit sortis d'un conte de fées. Nous explorerons d'abord Sintra et ses trésors, témoins silencieux des siècles écoulés. Nous nous laisserons ensuite porter par le charme balnéaire de Cascais, où le bleu azur de l'océan Atlantique se mêle à l'horizon infini. Entre les collines émeraudes et la mer Saphir, nous embarquons pour un voyage à travers deux joyaux du Portugal, Sintra et Cascais. Lors de notre récent voyage au Portugal, Sintra figurait sur notre planning des destinations à explorer. Notre périple a pris une tournure inattendue lorsque Civitatis nous a contactés pour une collaboration. Cette visite nous a donc été offerte dans le cadre d'un partenariat avec Civitatis, une plateforme de réservation d'activités et de visites guidées à travers le monde. Nous avons ainsi eu la chance de vivre une journée mémorable à Sintra, guidée par des experts passionnés. Et comme nous l'a si justement souligné notre guide local, découvrir Sintra en compagnie d'un guide ajoute une profondeur et une richesse à l'expérience, révélant des histoires et des détails que seuls les initiés connaissent. Si vous souhaitez vivre une expérience similaire à la nôtre lors de votre prochain voyage, nous vous invitons à cliquer sur le lien dans la description pour réserver votre visite. Notre journée commence avec un rendez-vous à 8 h sur la Plaza Dom Pedro IV, en face du Théâtre National. Nous faisons connaissance avec notre guide, Ricardo, et partons en direction de Sintra pour une journée de visite. Au programme, Sintra, le Palacio da Penha, la Quinta da Regaleira et Cascais. Situé à 25 km au nord-ouest de Lisbonne, nous arrivons à Sintra, ville renommée pour ses palais de contes de fées et ses paysages mystiques. En 1995, l'UNESCO a classé la ville au patrimoine culturel de l'humanité dans la catégorie paysage culturel. Autant vous dire que la journée va être chargée. Après la conquête musulmane de la péninsule ibérique de 711, la ville de Sintra est intégrée dans l'émirat, puis le califat de Cordoue, la fameuse ville espagnole dont vous trouverez le lien d'un de nos précédents films en description. Deux des principaux monuments de Sintra, le château des morts et le palais national, ainsi que la ville elle-même, datent de l'époque musulmane. Et justement, nous nous trouvons au cœur de la ville où se dresse fièrement devant nous le palais national de Sintra. Ce palais royal médiéval est connu pour ses cheminées coniques distinctives et ses magnifiques azuleros, des carreaux de faïence décoratifs. Le palais national a été une résidence royale pendant près de 8 siècles. Chaque roi y a ajouté sa touche personnelle en faisant une tapisserie vivante de l'histoire portugaise. La salle des cygnes et la salle des pies, avec leurs fresques élaborées, sont particulièrement captivantes. Comme l'ensemble de la région de Lisbonne, Sintra tombe en 1147 entre les mains du roi catholique Alphonse Ier, premier roi du Portugal, aidé par une armée de croisés anglais et flamands lors de la Reconquista. Cette étape marque le début de la construction de couvents et de monastères dans la Serra. À compter du XVe siècle, le palais devenant l'un des principaux lieux de villégiature de la cour,
la ville s'enrichit de nombreuses villas érigées par l'aristocratie lisboète. En 1808, c'est à Sintra qu'est signée la convention pour établir la paix après l'invasion du Portugal par l'armée française. La ville devient l'un des hauts lieux de l'architecture romantique. Le poète anglais Lord Byron y effectue de nombreux séjours. Le prince Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha de Bavière achète les ruines de l'ancien monastère de Notre-Dame de la Peña, édifié en 1503, et entreprend la construction du palais le plus emblématique de la ville, un éblouissant amalgame de couleurs vives et d'architecture éclectique, se dressant fièrement au sommet d'une colline. Le cadre participe grandement à l'engouement de toute l'Europe pour cette ville. Après quelques minutes de marche, c'est dans un cadre pittoresque que l'on trouve aux abords du centre historique de Sintra. La Quinta de Regaleira. Il y a très peu d'informations sur les origines du domaine avant son rachat par Antonio Augusto de Carvalho Monteiro, un riche homme d'affaires portugais, fasciné par l'alchimie, la franc-maçonnerie et l'ésotérisme. Il agrandit le domaine avec l'achat de plusieurs terrains avoisinants et entreprend la construction du palais entre 1904 et 1910, fortement influencé par l'esprit néo-manuélin de l'époque, développé à partir du gothique espagnol, lui-même issu du gothique français. C'est un style qui se caractérise par un décor exubérant et très éclectique. Il commanda ce projet à l'architecte et scénographe italien Luigi Manini. La culture et la créativité de ces deux personnalités ont donné naissance à un ensemble architectural éclectique et revivaliste, avec un accent particulier sur les styles manuélin, renaissance, médiéval et classique. Chaque recoin de ce domaine est ainsi rempli de symbolisme. Ces jardins luxuriants de 4 hectares forment un labyrinthe de passages cachés et de sculptures mystiques, culminant dans le puits initiatique, une sorte de tour inversée, composée d'un escalier en spirale, descendant à 27 mètres de profondeur. La légende raconte qu'elle aurait été construite pour des cérémonies secrètes. Ce puits conduit symboliquement l'initié des ténèbres vers la lumière, en passant par 9 paliers, qui représenteraient selon diverses interprétations les 9 cercles de l'enfer de Dante. Au fond du puits se trouve une mystérieuse rose des vents en marbre posée sur la croix des Templiers, chère à Montero. Enfin, la dernière étape du périple, au fond du puits, on peut emprunter un labyrinthe de grottes étroites. Ce monument aurait également servi de lieu pour des rites initiatiques mystérieux, pour lesquels la descente dans le puits se faisait dans le noir le plus total, les initiés devant trouver la sortie par eux-mêmes. Nous sortons du puits par le bas du jardin, où nous admirons ses fontaines, chemins et végétations luxuriantes. Quinta de Regaleira est loin d'avoir révélé tous ces mystères, et comme nous l'indique Ricardo, de nombreux éléments restent aujourd'hui sans explication. C'est avant tout une visite unique en son genre en Europe, qui nous invite à découvrir ces différentes lectures possibles, comme par exemple le portail des gardiens, qui recèle de nombreux détails comme ces animaux difficilement identifiables, protégeant un bébé dans un coquillage, ce dernier représentant l'utérus d'une femme. Bref, des détails, il y en a partout, et si vous ne voulez pas passer complètement à côté de l'intérêt de ce lieu, la visite guidée s'impose. Les références à l'alchimie, à la franc-maçonnerie et aux Templiers sont nombreuses, aussi bien dans l'architecture du palais que dans la conception du parc qui l'entoure.
La plupart des constructions telles que nous les connaissons aujourd'hui dans le domaine de la Regaleira sont achevées en 1910. On y trouve ainsi la chapelle fascinante, la promenade des dieux et bien évidemment le palais. En 1942, la propriété est vendue à Waldemar Doré, qui effectue de menus travaux, afin d'améliorer son confort et celui de sa famille, mais sans dégrader ou modifier radicalement le site. En 1987, la propriété est vendue à la société japonaise Aoki Corporation et cesse de servir d'habitation. Le site reste fermé au public pendant cette période. Seul le personnel s'occupant de la propriété et du palais y a accès. En 1997, le domaine est racheté par la mairie de Sintra. Après cette visite, notre guide nous laisse un moment pour déambuler dans les myriades de chemins, avec des entrées secrètes, des galeries souterraines et des grottes, évoquant le labyrinthe, symbole du voyage initiatique. Et nous retournons au centre de Sintra pour déguster les fameux travesseiros, une pâtisserie traditionnelle de la ville, fabriquée à partir d'une pâte feuilletée fine et croquante, fourrée d'une crème sucrée à base de pâte d'amande, d'œufs et de sucre. Tout simplement délicieux. Nous reprenons notre bus pour nous rendre au palais des Peña, commandé par le roi Ferdinand II au milieu du XIXe siècle. C'était l'un des hommes les plus cultivés du Portugal au XIXe siècle. Polyglotte, il maîtrisait l'allemand, le hongrois, le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien et bien sûr le portugais. Enfant, alors qu'il est encore duc de Saxe de Cobourg et Gotha, il reçoit une éducation soignée où les arts, en particulier la musique et le dessin, occupent une place fondamentale. Toute sa vie, il était très lié aux arts en tant qu'auteur, collectionneur et mécène, raison pour laquelle il a reçu le surnom de roi artiste. C'est un véritable chef-d'œuvre romantique, mélangeant les styles gothique, renaissance, manuélin, de l'art portugais avec ses bâtiments rouges, mauresques, ainsi que dans l'esprit wagnérien des châteaux de Schinkel au centre de l'Europe avec ses bâtiments jaunes. Situé sur un des sommets escarpés de la montagne de Sintra, il s'intègre d'une manière aussi heureuse qu'inattendue dans son décor de rochers et de verdure. Il symbolise l'amour du roi pour les arts et sa vision d'un refuge de rêve, un bâtiment exubérant et riche en couleurs. Sa construction a commencé en 1839, après avoir racheté les ruines d'un monastère du XVe siècle, et s'est achevée en 1885, année de la mort du roi. Certains éléments de l'ancien monastère, les bâtiments rouges, qui ont été grandement endommagés par un tremblement de terre en 1755, ont été restaurés à partir de 1840. Aux environs de 1850, il décida d'y joindre un nouveau palais, le bâtiment jaune. Le palais devint alors la résidence d'été de la famille royale. Suivant les ordres du roi, la zone de l'ancien monastère fut peinte en rouge et le nouveau palais en jaune. Combinant les styles nationaux, néo-romantiques, néo-gothiques et manuélins, aux orientaux, néo-mauresques et indiens, ce mélange éclectique de tours, terrasses, niveaux et constructions diverses crée un tout harmonieux unique en Europe du Sud, offrant un surprenant décor tout droit sorti d'un film de Disney. Ce palais est entouré d'un parc qui comprend plus de 2000 espèces d'arbres et de plantes exotiques venus des 4 coins du monde. On pénètre dans le palais par une porte mauresque, menant à une cour intérieure. On y trouve un arc de Triton,
décoré de détails néo-manuélins et de néo-romantisme. À l'intérieur, le palais est un trésor de détails minutieux, chaque pièce racontant une histoire de vie royale et de grandeur artistique. Il y a beaucoup d'espace à découvrir, comme par exemple le cloître manuélin, la grande salle qui était la plus grande zone de loisirs et de socialisation du palais, la salle des visites qui comprend une incroyable peinture en trompe-l'œil, et la salle des serres où se tenaient des banquets. À l'extérieur du château, on peut se promener sur un chemin de ronde conçu pour la promenade de leur royauté. Ces différents balcons offrent de magnifiques vues panoramiques, notamment sur le château des morts, Quinta de Regaleira et les côtes atlantiques. Nous quittons les collines de Sintra et prenons la direction de Cascais, coquette ville balnéaire de la côte portugaise. La vieille ville est un dédale enchanteur de rues étroites, où les maisons côtoient boutiques et cafés. Nous traversons le centre-ville en direction du port. La Praia de Réunion est une petite plage qui fut choisie en 1889 par la reine Amélia pour devenir sa plage privée. De là, on aperçoit le Palácio Seixas, un des bâtiments emblématiques de Cascais. Juste à côté se trouve le port de la ville qui a gagné en importance à la fin du XIXe siècle, lorsque le roi Louis Ier en a fait sa résidence d'été. La ville est alors depuis devenue une station balnéaire à la mode pour l'élite européenne. On découvre également la citadelle, un ensemble de fortifications construites entre les 15e et 17e siècles pour défendre la côte de Cascais et l'estuaire du Tage, mais aussi pour se protéger des attaques contre Lisbonne. Et nous ne pouvions visiter la ville sans trouver la parfaite carte postale avec une magnifique vue du phare de Santa Maria. Pour conclure, nous pouvons dire que nous avons été enchantés par la richesse historique et culturelle de ces lieux. La visite de la Quinta de Regaleira nous a plongé dans un univers mystique, avec ses jardins luxuriants et ses constructions énigmatiques. Le palais des Peña, avec ses couleurs éclatantes et son architecture éclectique, nous a offert des vues à couper le souffle et une immersion dans le romantisme du XIXe siècle. Enfin, Cascais nous a charmés par ses plages pittoresques et son ambiance balnéaire. Tout cela a été rendu possible grâce à notre collaboration avec Civitatis, qui a su organiser un itinéraire parfait et enrichissant. Sintra et Cascais se révèlent être des destinations incontournables où histoire, nature et beauté se rencontrent pour le plus grand plaisir de nos yeux. À bientôt pour de nouvelles découvertes. Pack it up, you're glory bound.